Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Comment ça va les filles? Ça va bien, toi? Hey, répondez surtout pas en même temps. Mais là, je me suis dit, Kim, elle va y aller. Mais là, non. Ça va bien, et vous autres? Oui. Oui, ça va super bien. Bon, excellent. Si on reprend notre beat pour 2025, une fois par semaine, vous allez nous entendre parler de tout ce qui se passe dans le monde du hockey féminin. N'oubliez pas aussi de suivre ma page hockeyféminin.ca où je partage toutes les chroniques, blogs que je peux faire, incluant bien sûr les blogs de Sans restriction et le podcast Avantage numérique. Comme on le fait habituellement, on va commencer avec le moment de la semaine parce que c'est quand même passé beaucoup de choses dans le monde du hockey depuis qu'on s'est reparlé. Et Anso, je vais commencer avec toi. Ça a été quoi ton moment de la semaine? Ben, en fait, j'ai le goût de revenir sur le blanchissage de Corinne Schroeder parce que, comme vous le savez, c'est ma gardienne. C'est la première cette année qui a réussi à faire un blanchissage. Elles qui ont gagné 5-0. Je comprends qu'il manquait beaucoup de monde au Minnesota. Il y avait eu des blessés, il y avait eu une maladie qui courait. Mais pareil, elle a réussi à arrêter quand même les 26 arrêts qui ont été envoyés vers elle. Puis honnêtement, cette gardienne-là inspire confiance à son équipe. Donc, moi, c'est vraiment mon moment de la semaine, le mur de Schroeder. Ben, Schroeder, en plus, vous l'avez bien connu, entre autres dans la PHF, avec la force. Est-ce que vous êtes, puis je vais lancer la question à Kim, est-ce que tu es surprise de voir les performances que Schroeder fait dans la LPHF? Là, en ce moment, là, je regarde, là, c'est 2,19 de moyenne de buts alloués. C'est dans le top 5. Elle a une moyenne d'efficacité de 924. Elle est 3e. Est-ce que tu es surprise de voir ces stats-là à ce niveau-là? Non, pas du tout. Puis, tu sais, c'est le fun qu'elle compétitionne contre les meilleurs. Tu sais, on s'entend, quand nous, on était dans la ligue, quand on jouait pour la force, ben les filles, les Olympiennes, malheureusement, n'étaient pas dans cette ligue-là. Fait qu'on n'avait pas les meilleurs qu'on peut dire qui représentent le Canada et les États-Unis. Mais là, maintenant, elles compétitionnent dans cette ligue-là. C'est les meilleures internationales. Là, on s'entend, là, on a des filles de tous les pays. Fait que je suis vraiment contente pour elles, puis qu'elles se retrouvent au 3e rang. Puis, pour vrai, ça ne m'étonnerait pas de l'avoir au 2e, peut-être même au 1er rang d'ici la fin de la saison. Là. C'est-tu comme connu publiquement qu'elle a été une membre de la force pendant quelques semaines? Je sais pas, je pense que ça a été affiché, l'alignement qui avait été recruté. Ouais. De mémoire, Kevin, mais ça, il avait fait un... Non, il n'a pas fait une annonce par rapport à ça. Je me rappelle pas. Fier de mais je me rappelle pas s'il avait annoncé. Mais en tout cas, on vous le dit, avant que la PHF soit vendue à Mark Walter et son groupe, Corinne Schroeder s'en venait avec la Force de Montréal. Puis elle avait été un mur, vraiment un mur. Elle jouait pour Boston, hein? Elle jouait pour Boston. Puis c'était vraiment, by far, la meilleure gardienne qu'il y avait dans le PHF, en tout cas à mon avis, à moi. Puis elle s'en venait avec la force. Cette équipe-là de la force aurait été quelque chose. Bref, très, très, très content de voir les succès de Corinne Schroeder dans la LPHF. Mais tu sais, en plus, elle a eu comme seulement une invitation avec l'équipe nationale. Moi, j'aimerais... Elle a fait une série de la rivalité l'année passée, ouais, exact. Exact. Tu sais, j'aimerais la voir évoluer parce que je trouve qu'elle mérite d'être là. Puis, tu sais, je veux rien enlever à Kristen Campbell parce que c'est sûr que d'avoir un rôle comme 3e gardien, c'est pas évident. Mais je pense que cette fille-là mérite sa chance. Elle mérite d'être connue. Parce qu'elle pourrait quand même faire des dégâts. Puis, tu sais, Anne-Renée fait super bien, mais tu sais, combien de temps qu'il lui reste à jouer? Je pense que ça va être important d'apporter peut-être une autre gardienne dans le mix. Puis, Corinne serait, pour moi, une candidate idéale. 100% d'accord avec Sanso. Kim, de ton côté, ton moment de la semaine? Moi, mon moment de la semaine, c'est... en fait, on a vu Jessica Campbell faire le speech pour l'équipe de Boston avant le match à Seattle. Pour moi, c'est une pionnière, c'est un modèle. On a joué contre elle, elle jouait pour Calgary dans l'époque que nous, on jouait pour les Canadiennes. On a vu, c'est une fille qui est extrêmement impliquée au niveau de la ligue quand on était... joueuse dans ce temps-là. Elle a toujours été impliquée, puis aujourd'hui, on voit que c'est la première femme à coacher en tant qu'assistant coach dans la
la Ligue nationale masculin. Fait que c'est le fun de voir maintenant on a des modèles féminins autant dans la Ligue des hommes que maintenant avec la Ligue des femmes, qu'aujourd'hui les jeunes filles peuvent rêver de jouer professionnellement, mais aussi de rêver de coacher pour la Ligue nationale. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que tu sais, ils l'ont pris parce qu'elle est compétente, pas parce que c'est une femme. Tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont comme, ah, il faut avoir des femmes un peu partout parce qu'on est en 2025, on est vers cette ère-là, mais elle est là parce qu'elle est compétente et non parce elle est une femme. Fait que je lui lève mon chapeau, c'était le fun qu'elle ait pris. C'est sûr qu'elle allait prendre un moment, là, on s'entend, c'était dans son aréna, mais qu'elle ait pris un moment pour parler aux filles, puis de parler, tu sais, elle sait c'est quoi, elle était dans ces culottes-là dans les dernières années. Je suis certaine qu'elle aurait aimé ça, vivre l'expérience d'une première ligue professionnelle, mais maintenant elle est ailleurs. Mais c'est le fun qu'on ait pu la voir là, faire ce speech-là aux filles de Boston avant le match. Là. Félicitations, Kim, d'avoir dit 2025. Moi, seulement, je passe un mois à dire l'année qu'on vient de passer. Donc, félicitations pour ça. Anso, tu sais, Jessica Campbell, tu l'as dit, Kim, elle a fait un speech avec l'équipe de Boston. Elle avait parlé aux joueuses de la victoire la veille également. Donc, elle a été très, très, très impliquée lorsque, justement, on a eu ce match-là du côté de Seattle. Anso, savoir une fille comme Jessica Campbell derrière un banc de la Ligue nationale, qu'est-ce que, tu sais, Kim l'a expliqué, mais en même temps, qu'est-ce que ça représente pour, tu sais, une fille comme toi, mettons, qui en a moins en avant qu'en arrière, sans vouloir t'insulter au niveau de ta carrière. Est-ce que justement tu vois ça comme quelqu'un qui peut ouvrir des portes à un paquet d'autres joueuses de hockey qui, à un moment donné, vont prendre leur retraite, vont dire « Hey, mais je peux peut-être continuer dans le hockey, puis pas juste le hockey féminin, les portes s'ouvrent aussi pour le hockey masculin. » Ouais, ben en fait, je veux juste dire que avant que je rentre dans le sujet, dans le vif du sujet, j'étais allée à l'épicerie la semaine Hey, dernière. c'est le fun, tu parles de ça. Attends, écoute, j'étais allée à l'épicerie la semaine dernière et j'avais reçu des billets célébration pour Noël. Je suis allée échanger parce que j'avais gagné. Puis la madame, elle me dit, excusez, est-ce que je peux vous demander votre âge? Puis j'ai dit mon âge. Puis j'ai dit, pourquoi avez-vous besoin d'une pièce d'identité? Elle me dit, ben oui, s'il vous plaît. Je me suis dit, OK, c'est une joke, là? Ou, Puis là, je me suis dit, bon, l'âge, tu sais, honnêtement, ma face, j'ai l'air toute jeune, là. Fait que, tu sais, les gens qui nous regarderaient, là, ils savent pas j'ai quel âge. Fait qu'on Non. sait pas combien d'années qu'il me reste devant moi, Pat. Mais, blague à Correct. part. Allez sur Wikipédia si vous voulez savoir l'âge d'Anne-Sophie Betté. C'est ça. Je fais des recherches. Mais non, mais blague à part, c'est vrai qu'il m'en reste moins, Pat, je te le confirme. Mais je trouve que c'est un beau modèle féminin. Puis je sais pas, tu sais, est-ce que elle c'était son objectif d'aller coacher dans la Ligue nationale quand elle était jeune? Probablement pas. Tu sais, probablement que son rêve, c'était de jouer parmi la Ligue canadienne, la LPHF. Puis le fait, en fait, que elle, son moment de carrière, de la transition, quand elle était prête, ben il n'y en avait pas de ligue. Donc, elle est arrivée sur le tard, elle a fait son chemin. Puis, je veux aussi mentionner qu'elle a fait c'était Battle of the Blade, je pense, que c'était en 2020. Elle a fait un concours de patinage. Mais, tu sais, c'est un peu comme ça. Elle a fait son chemin. C'est quelqu'un qui est extrêmement agile sur ses patins, que, tu sais, elle était avec l'équipe du AHL. Qu'elle a fait, elle était entraîneur de patin, puis éventuellement entraîneur adjointe. Puis tu sais, je trouve ça tellement un beau modèle de persévérance parce que ça doit pas être facile de percer un milieu comme ça. Mais comme Kim l'a mentionné, c'est quelqu'un qui est tellement compétente. Tu sais, je me souviens quand qu'on jouait contre elle, c'est quelqu'un qui est capable, qui maîtrise extrêmement bien le patin. Puis je pense que les garçons peuvent en apprendre, autant que les femmes pourraient en apprendre d'elles aussi. Mais ça donne un modèle que peut-être un jour, les jeunes, s'ils veulent aller dans le coaching, ben, ils pourront aspirer d'aller coacher dans la Ligue nationale masculine, dans la Ligue nationale féminine. T'sais, c'est sûr que dans la LPHF, il y a seulement 6 équipes en date d'aujourd'hui, donc les postes sont quand même limités. On regarde l'équipe nationale, la Ligue nationale, on a 32 équipes. Ça donne une vaste majorité, mais comme que j'ai mentionné, c'est vraiment un exemple de détermination et persévérance qu'elle a forgé son chemin parce que c'est la première, c'est la pionnière là, vraiment au niveau du personnel d'entraîneur. Tu sais, c'est pas évident. Puis j'aimerais voir, tu sais, à quel point son chemin a été pas évident parce que là, on voit le succès de Jess Campbell, mais tu sais, à quel point que il y a eu probablement des journées où ce qu'elle a vécu, peut-être des insultes, d'autant
des garçons que des filles, n'importe quoi, mais ça n'a pas dû être facile. Puis je suis vraiment contente de l'avoir derrière le banc. Parce que le côté féminin apporte aussi une différente mentalité, au niveau de la dynamique. Ça apporte quelque chose qui est complètement différent. Puis je suis sûre qu'elle apporte des choses qui sont essentielles au Kraken. Puis je lui souhaite longue vie. Puis si c'est vraiment ce qu'elle veut, coacher, peut-être même devenir entraîneur-chef d'une équipe. Ben, c'est ce que j'allais dire. Éventuellement, la prochaine étape, ça va être d'avoir une entraîneuse, chef dans la LNH. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a, par exemple, une Jessica Campbell qui brise des plafonds, des barrières et qui est dans le personnel d'entraîneur. On a des femmes qui sont au deuxième étage également, des Émilie Castonguay, des Amanda Kessel, des France Margaret, qui ont des postes importants dans des équipes de la Ligue nationale. Est-ce qu'une des prochaines étapes en lien avec le hockey féminin, est-ce que c'est d'avoir justement peut-être une arbitre ou une juge de ligne dans la LNH? Il y a Elisabeth Manta, que vous connaissez bien, qui est un peu partout, qui est peut-être, j'ose dire, la référence ici au Québec dans les arbitres, peut-être même plus que le Québec, le Canada puis l'Amérique du Nord. Est-ce qu'à un moment donné, vous voyez un scénario où il y aurait des femmes arbitres ou juges de ligne dans la LNH aussi? Mais c'est sûr pourquoi que, pas? Vas-y, Kim. Ben, vas-y, Anto. En fait, moi, je dis pourquoi pas. Puis surtout, en chef, juge de ligne, tu sais, le seul point négatif que je peux voir, c'est si jamais il y a des batailles, on s'entend que nous, en tant que femmes, notre gabarit est quand même pas mal moins fort, moins gros qu'un homme. Fait que ça serait juste de voir ce côté-là, comment qu'on pourrait... tu sais, je sais pas, se modifier le tout, là. Mais c'est peut-être le point négatif que je vois. Mais si la femme fait la job autant que l'homme, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, elle n'a pas été Elle Elisabeth a ou fait non? dans la Ligue américaine. C'est Ouais. ça, exactement. Fait que, tu sais, Elle a c'est fait le la fun de Ligue voir américaine, cet c'est vrai, je avancement-là. l'ai pas mentionné, mais elle a fait la Ligue américaine. Bref, c'est le fun de voir ces premières-là arriver, puis je pense que ça peut juste aller en s'améliorant, puis je pense qu'on va en voir d'autres premières, puis pour ton point des bagarres, Kim, mais peut-être que la solution, c'est juste d'enrayer les bagarres aussi. Exact. C'est peut-être là aussi qu'on Mais s'en va Pat, dans les je prochaines pense années. que l'arbitrage ici au Québec, on est en manque, là. Fait que c'est sûr que s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des gens qui veulent prendre leur cours d'arbitrage, moi, je les encourage à le faire parce que c'est une belle façon de rester impliqué dans le hockey. Puis, c'est sûr qu'à un certain moment donné, si tu es limité au niveau de ton talent sur la glace, mais que tu es capable d'apporter des consignes sur la glace, ben de devenir un arbitre, ça peut être vraiment bon. Il y a des cours, il y a des cliniques qui se donnent. Donc, j'encourage vraiment des plus jeunes à apprendre ça. Puis même quand tu es jeune, de comprendre c'est quoi d'être un arbitre. Des fois, ça va te restreindre un peu à dire, OK, je vais peut-être moins chialer parce que ce travail-là, c'est pas nécessairement évident. C'est tellement facile de chialer. Ouais, c'est pas le bon call, puis qu'est-ce que c'est ça? Puis, tu sais, on leur lance des fleurs, mais au final, si les arbitres n'étaient pas là, il n'y en aurait pas de match. On n'est pas comme au Ultimate Frisbee où on joue pas d'arbitre. Donc, faut pas les négliger. Puis, justement, je les encourage à s'inscrire. J'aime que dans le même podcast, Anso fait des références de célébration de l'Auto-Québec et de Ultimate Frisbee. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, Elisabeth Manta, elle est justement une ancienne joueuse. Elle a joué avec l'Université de Montréal, elle a joué avec les Carabins, Ouais. elle a joué avec les Stars ou les Canadiennes, là, quelques matchs également. Moi, mon moment de la semaine, j'y vais avec le franc succès, puis il faut le dire, c'est un vrai succès des premiers matchs en terrain neutre cette année dans la LPHF. On a eu un match à Seattle entre Boston et Montréal qui a attiré 12 608 fans au, comment ça s'appelle? Pas au Ball Arena, mais au Climate Pledge Arena. C'était ce dimanche dernier. Victoire de 3-2 de Boston. Et 12 608, ça n'a peut-être pas battu le record d'assistance aux États-Unis qu'on a établi l'an dernier à Détroit, mais c'est une foule plus que respectable et qui tu sais, c'est dans un aréna de la Ligue nationale. C'est sûr qu'il en rentre encore plus, mais c'est très, très bon d'avoir 12 608 personnes dans un marché comme Seattle. Et là, hier, Montréal-Toronto au Rogers Arena à Vancouver. Quand je dis hier, c'est bien sûr mercredi. Là, on enregistre jeudi. 19 038 fans à Vancouver à l'aréna des Canucks. C'est un succès, là. Je ne croyais pas, personnellement, que l'Ouest canadien ou américain
étaient pour être considérés comme de futures expansions parce que c'est dans l'Ouest, parce que les coûts de déplacement vont être plus élevés, tout ça. Mais avoir le succès de ces 2 matchs-là ont été, parce qu'on sait Seattle-Vancouver, là, c'est Montréal-Ottawa, Montréal-Québec là, en termes de distance. Ça se fait bien un et l'autre. Je me dis, ben, est-ce que ces 2 marchés-là pourraient justement être les 2 prochains marchés dans la LPHF? Je ne sais pas si ça va être les prochains, mais j'ai l'impression que quand on va les amener en paire. Parce que c'est 2 marchés qui doivent venir ensemble. Il y a une rivalité qui peut s'installer. Ça fait un marché au Canada. On sait que le hockey féminin marche bien au Canada. C'est une preuve de plus avec l'assistance à Vancouver. Et puis, ben, un marché aux États-Unis aussi, dans une ville qui est quand même une grosse ville comme Seattle. Et là, ben, on a un prochain match qui va être à Denver du côté de la victoire contre le Frost dimanche. La vente de billets va bien jusqu'à présent. Puis ensuite, à Québec, on s'en vient à Québec dans pas long, le dimanche, le 19 janvier. Et j'ai vérifié hier soir, en fait, et il restait 323 billets de disponibles au Centre Vidéotron sur une capacité de 18 259. Probablement qu'on va battre un record des remparts de Québec au Centre Vidéotron. C'est incroyable. Fait que je voulais juste quand même souligner le fait que, oui, les matchs en terrain neutre, ça enlève des matchs à domicile pour les équipes. Ça fait qu'il y a une équipe comme Boston qui ne joue pas à domicile pendant 36 jours. Mais au final, ben, à date, c'est un franc succès, puis je pense que ça valait la peine de le souligner. Oui, puis il y a eu une annonce qui a été publiée que dans les matchs des Canucks, depuis le début de la saison, il y avait eu 18 940 au niveau de l'assistance là, dans les gradins. Puis quand on regarde ce match-là, comme tu l'as mentionné, 19 038. Donc, on est au-delà de tous les matchs à domicile des Canucks depuis le début de la saison. C'est quand même exceptionnel. C'est le 3e record là, suite à... on a eu le Centre Bell qui était 21 105, Scotiabank qui était 19 285, puis là, on est avec 19 038 à Rogers Arena. Tu sais, c'est pas rien. Puis est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, c'était un événement, c'était seulement une fois. Est-ce qu'on va être capable d'avoir autant de personnes à chaque match? On dirait que c'est tout le temps ça, le discours. Mais ce qui est important, c'est juste de comprendre à quel point que l'engouement est là. Puis c'est ça le défi, c'est de continuer à être capable d'apporter des gens dans des amphithéâtres qui sont plus grands. On l'a vu avec Montréal, Verdun, qui avait seulement 3500. Puis, tu sais, déjà là, à Place Belle, le dernier match, on a eu salle comble. Donc, tranquillement, pas vite, je pense que cet engouement est là. C'est sûr que, est-ce que ça va avoir des 19 000 à chaque match? Probablement pas. Mais le but est qu'il y a un intérêt. Puis, comme tu le dis, je suis très d'accord avec toi que Seattle et Vancouver vont arriver à un marché ensemble. Au niveau de la joueuse de la semaine maintenant, Kim, quel a été ton choix cette semaine? Il y a beaucoup de candidates quand même. Oui, quand même, mais moi, ça s'est choisi hier avec le match assez tard de Montréal. En fait, c'est Marie-Philippe. Pourquoi il jouait aussi tard hier? Je sais pas, hein, je me demande. Le match était à Vancouver, donc c'est 3 heures de plus. Fait que c'était tard, 11h30, donc je l'ai enregistré, puis je l'ai terminé ce matin. Donc, le but de Marie-Philippe, je l'ai vu ce matin avec l'enregistrement, mais c'était un but incroyable. Si c'est pas là, c'est un des plus beaux buts qu'on peut voir dans le hockey féminin. Pour expliquer un peu, là, elle était pratiquement rendue sur le ventre. Là, elle est tombée, les genoux, elle a réussi à lancer un lancer incroyable. Même moi, debout, je ne sais même pas si je suis capable de faire ce lancer-là. Là. Elle était rendue couchée sur le ventre. Fait que c'est assez Elle était incroyable. elle était à genoux. Ouais, à genoux, mais croche. On s'entend, là, pas à genoux bien carré. On est capable de bien enligner la rondelle. À genoux dans le vent, là, tu sais, comme un drapeau dans le vent. Là. un peu sur le côté. mais en gros, ça m'a juste rappelé parce que c'est comme une petite remarque par rapport à ça parce qu'en 2010, elle était dans le même amphithéâtre et elle a marqué les 2 buts quand elle était aux Olympiques. Ouais. C'est quand même intéressant de revoir. Puis ça fait un bout qu'elle n'avait pas marqué. Fait enfin, on a un but de Pou. Elle a enlevé le singe qui était sur son dos. Et là, maintenant, elle peut continuer parce que moi, je l'ai choisie meilleure marqueuse de mémoire. Ouais, vous n'aimerez pas mon hot take tantôt. Mais par contre, hier, j'avoue que c'était tout un but. Anso, c'est pas surprenant de voir Marie-Philippe scorer des buts comme ça.
Non, tu sais, c'est une fille des grandes occasions. On dirait probablement qu'elle a ressenti l'énergie qu'elle avait vécue à Vancouver. Puis, tu sais, d'être capable de marquer des buts, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Captain Clutch. Tu sais, elle a marqué 2 buts à 2 Olympiques différents pour aider son équipe à gagner. C'est une fille qui est extrêmement talentueuse. Puis, c'est pas évident. Tu sais, on le sait, quand on parle de la victoire de Montréal, à qui qu'on pense automatiquement à elle. Donc, c'est sûr qu'elle va être beaucoup surveillée. Puis, tu sais, de la voir de faire des prouesses comme elle le fait, honnêtement, moi, je suis pas surprise, mais c'est toujours impressionnant de la voir avec autant de talent. Ta joueuse à toi de la semaine, Anso? Ben moi, j'y vais un peu dans la même lancée que la dernière fois. J'y vais avec Susanna Tapani. Bon, je l'ai mentionné. Elle a marqué quand même j'avais dit 2 buts en moins d'une minute, mais c'était en fait précisément 49 secondes. Ça aussi, c'est quand même impressionnant. Tu sais, je regarde, ça, c'est pas arrivé souvent dans une carrière ou dans des matchs. Puis par la suite, ben malheureusement pour la victoire, ils se sont inclinés en tir de barrage. Et qui a marqué? Ben elle a marqué durant le match et elle a marqué le dernier but victorieux. Donc, je pense qu'elle mérite d'avoir quand même un peu de reconnaissance. Puis, elle fait super bien. On avait mis beaucoup de pression sur Eli Knight qui tirait un peu son équipe sur son dos. Mais là, je vois que tranquillement, pas vite, Tapani, Bildka sont ses 2 coéquipières de trio qui l'aident énormément à contribuer au succès de l'équipe de Boston, qu'on disait justement qui avait pas mal de difficultés, mais dans les 2 derniers matchs, ça l'a mieux tourné pour eux. Moi, je vais sortir de la LPHF, si vous me permettez, parce que en ce moment, il y a le championnat mondial des moins de 18 ans. Puis on va parler des Québécoises qui en font partie là, dans le dernier bloc du podcast, mais je veux quand même porter votre attention sur une joueuse qu'on entend parler depuis quelques années maintenant, et puis qui est vraiment spectaculaire, une Slovaque qui s'appelle Nela Luposanova. Lopusanova, c'est une joueuse de 16 ans qui va avoir le 17 ans au mois de février. Combien de temps tu t'es pratiqué à dire son nom, Pat? Ah non, c'est assez facile. Lopusanova, ça s'écrit comme ça se prononce. OK. Fait que ça, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est beaucoup moins pire que Kim. Comment elle s'appelle? Grace. Zoom, zoom, zoom. Ouais. Zoom Winkle. Et voilà. Dis zoom, zoom, zoom. Ah, ça, c'est drôle. Bref, Lopusanova, c'est vraiment une joueuse là, exceptionnelle. C'est un talent qu'on regarde aller depuis qu'elle a 14 ans. Elle est présentement au championnat des moins de 18 ans avec la Slovaquie. Et avant le match d'aujourd'hui, parce que bon, le Canada a détruit le Japon 17-0, là, un match qui est complètement fou. Il n'y a pas un autre match dans le tournoi qui a eu cet écart-là, d'ailleurs. Mais avant ce match-là, elle trônait au sommet des meilleures pointeuses. Elle est 3e en ce moment avec 4 buts, 5 passes, 9 points en seulement 4 matchs. Elle est spectaculaire à voir jouer. Si vous avez la chance d'aller voir des clips de elle sur les réseaux sociaux, allez-y. Avec son équipe nationale pour les qualifications des Olympiques, elle a eu 11 buts, 7 passes, 18 points en 3 matchs. C'est quelque chose. Ouais. Non, c'est quelque chose. C'est 6 points par match. Elle joue, elle joue avec un genre de comment ça s'appelle ça, de prep school, si vous voulez, à Rochester. Donc, elle a déjà fait le saut un peu en Amérique du Nord. Elle est déjà signée, ou en fait, elle s'est déclarée là, avec l'Université du Wisconsin pour la saison 26-27. Donc, c'est même pas... Elle commence même pas l'université l'année prochaine. C'est dans 2 ans, puis elle est déjà signée avec les Badgers. Ça va être quelqu'un à surveiller éventuellement lorsque la LPHF va cogner à sa porte. Je me demande même à quel point, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de règle d'âge dans le repêchage de la LPHF. On espère que les joueuses, les filles vont continuer leur parcours universitaire parce que tu veux qu'il y ait un diplôme et tout ça, mais quelqu'un peut se déclarer disponible à 17, 18 ans. C'est pas un problème. Je me demande à quel point elle ne voudra pas justement peut-être capitaliser plus tôt que tard. Ça reste à voir, mais pour vrai, une joueuse internationale à surveiller. Tu sais, un peu comme on parlait de Crosby à 16 ans, ou on parlait de McDavid, ou tu sais, des joueurs comme ça, ben je pense que c'est vraiment peut-être
On l'appelle déjà the next big thing ou quelque chose comme ça. Là. C'est vraiment une joueuse à surveiller. Je rappelle le nom, une Slovaque, Nela Lopusanova. Gardez ce nom en tête. Si vous l'entendez pour la première fois, c'est sûrement pas la dernière. Avez-vous la chance, vous, de voir quelques clips d'elle dans les dernières cette année ou dans les dernières années? Non, Non? Bon, j'ai ben, Ouais, pas moi non. vu. J'ai ben, pas ben, vraiment, je dois être honnête, j'ai pas été assidue dans le dans les championnats du monde junior. Mais il y a aussi, je veux apporter l'attention de Chloé Primerano, on en avait déjà glissé un mot, mais elle est quand même avec 19 points, qui est la défenseur avec le plus de points au championnat du monde junior. Puis je comprends que les moins 18 ans, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est arrivé plus tard, dans mon temps, il n'y avait pas ça. » Mais quand même, c'est quelqu'un qui va aussi avoir pas mal de talent, un peu comme, je pense que ça va être côte à côte là, avec Nella. t'as raison. Elle avait, par contre, avant le match d'aujourd'hui contre le Japon, elle a eu 5 points. Je pense qu'il y a 3 joueurs qui ont eu 5 points. Tu gagnes 17-0. Tu sais, je trouve Ça que l'aide. ça aide, puis ça trouble un peu les statistiques, je trouve. Mais avant le match d'aujourd'hui, elle a 8 points en 4 matchs. Mais avant le match d'aujourd'hui, elle en avait 3 points seulement, qui était un peu décevant pour Primanaro. C'est la capitaine de l'équipe canadienne. On le sait, elle a un talent exceptionnel. Elle a même déjà commencé à jouer avec l'équipe nationale. Alors, on pensait qu'elle était pour dominer outre mesure ce tournoi-là, même comme défenseuse, et c'était pas le cas jusqu'à présent. Bon, il reste encore des matchs, là, il reste la demi-finale, puis il reste la finale, donc elle a peut-être gardé le meilleur pour la fin, mais c'est sûr que là, son match de 5 points aujourd'hui vient un peu plus rétablir là, ses statistiques. Mais tu sais, quand tu regardes dans le temps aussi, la compétition au niveau des autres équipes, le développement du hockey féminin, c'est vraiment emparé, en fait, parce que dans le temps, tu sais, t'avais Canada-États-Unis, c'est tout, puis il y avait beaucoup de matchs où c'était 10-0, 15-0. Là, on l'a vu aujourd'hui, mais tu sais, je pense qu'il faut comparer des pommes avec des pommes, que dans le temps, il y avait beaucoup moins de compétition que qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui. Mais à surveiller aussi. Absolument, absolument. On est rendu au hot take de la semaine. Et je vais commencer, question de s'en débarrasser tout de suite, parce que j'ai l'impression que je vais me faire lancer des tomates, puis je vais assumer les tomates. Je ferai de la sauce à spaghetti avec, je ne sais pas. Mais c'est un take que j'avais avant le match d'hier, et j'ai décidé de garder après le match d'hier quand même. Bon, oui, Marie-Philippe Poulin a marqué 2 buts hier. OK? Oui, c'est super le fun. Puis tant mieux, elle avait pas, statistiquement parlant, elle avait pas un très bon début de saison jusqu'à présent. Les 2 buts d'hier, comme tu l'as dit, Kim, est-ce que ça vient de lui enlever le singe sur l'épaule? Et bon, elle va débloquer davantage offensivement. On lui souhaite. Mais mon hot take est le suivant. Si Montréal veut espérer terminer au premier rang, on est au premier rang en ce moment-là. 17 points, 1 point devant Minnesota, 1 match en main. Si Montréal veut espérer terminer au premier rang, ben ça va prendre j'allais dire un réveil offensif de Pou. Son réveil, elle a peut-être eu hier, mais ça va prendre une meilleure constance offensive de Pou, parce que jusqu'à présent, quand tu regardes ses statistiques, c'est un petit peu décevant. Puis je vais vous faire des comparables avec l'année passée, OK? L'année passée, après 8 matchs, la saison dernière, en fait, ben on est rendu l'année passée aussi. C'est parce que pendant longtemps, je disais la saison dernière parce que c'était pas l'année d'avant, c'était en 2024, mais là, on est vraiment l'année dernière. Après 8 matchs, elle avait 6 buts, 7 points, un différentiel de plus 6. Cette saison, c'est 8 matchs, 4 buts, 5 points, un différentiel de plus 1. J'entendais une analyste dire il faut qu'elle lance plus. Elle avait 27 lancés l'an dernier, elle en a 26 cette année. Elle lance autant. C'est pas là n'est pas le problème. C'est sûr que son pourcentage de son taux d'efficacité de but sur le nombre de lancers n'est pas le même. C'était 22,2% la saison dernière, 15,38% en ce moment. Elle avait déjà 2 matchs de plus d'1 point en 2024 après 8 matchs. Cette année, elle en a 1. Et la moyenne de minutes jouées, et j'ai été abasourdi de voir cette statistique-là. L'an dernier, elle avait une moyenne de 20 minutes par match après 8 matchs. Cette année, ça oscille entre 16 et 17 minutes. C'est quand même beaucoup, 3 à 4 minutes de moins pour une joueuse comme Marie-Philippe Poulin. L'année dernière, elle a terminé avec 23 points en 21 matchs.
Si on met ça sur 30 matchs, parce que la saison va être de 30 matchs cette année, c'est 33 points. Si on fait la règle de 3, mathématiques très simple, cette année, elle s'enligne pour 19 points en 30 matchs. Si Marie-Philippe Poulin termine à 20 points sur 30 matchs, ça va être une saison décevante. Je m'excuse. Et elle est présentement la 16e meilleure pointeuse de la Ligue. L'an dernier, elle a terminé 2e. Oui, elle est la première de la victoire en ce moment, mais à égalité avec Boreen, Dalton, Grant Mantis, qui techniquement ne sont pas dans la même ligue que Pou. Fait que je suis pas en train de dire qu'elle joue pas bien et qu'elle aide pas l'équipe. Là. C'est pas ça que je dis. Comprenez-moi bien. Là, en désavantage numérique, entre autres, elle a un but. Elle joue de très fortes minutes en désavantage numérique. Elle est très bonne sur les mises au jeu. Elle a du leadership. Bon, toutes les qualités de Pou, là. Elle est clutch, on le sait. Mais offensivement parlant, donc statistiquement parlant, par conséquence, ça va prendre plus de Pou si Montréal veut espérer finir au premier rang. C'est dit. Mais Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, là. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on s'attend à plus, puis c'est normal. Son nom, tu sais, je veux dire, juste si on regarde l'année passée, tu sais, on s'attend à mieux ou sinon la même chose. Mais je pense que ce qui nuit présentement, ça nuit Pou, puis ça nuit l'équipe, c'est l'avantage numérique. Son dernier. Tu sais, Pou, elle devrait avoir quelques points déjà en avantage numérique. Puis malheureusement, ils sont pas capables de marquer des buts en avantage. Fait que je pense que ça vient les nuire côté statistique pour les points. Mais l'année passée aussi, il n'y avait pas un... Anso, tu faisais partie de l'équipe l'an dernier. Ça a été long avant que l'avantage numérique débloque de votre côté l'an dernier, je ne me trompe pas, là. Oui, ça a été long. C'était mieux que qu'est-ce que c'est actuellement. Je n'ai pas les statistiques par cœur. Il faudrait que je revérifie, mais c'est sûr qu'il y a eu de la difficulté l'année passée. Cette année, on parlait en début d'année, on était tellement excités que sur chacune des unités des avantages numériques qui avaient compté un but lors du premier match. Tout le monde était vraiment heureux. Puis là, un peu, ça s'est corsé. C'est sûr que, puis, tu sais, d'un côté, comme j'ai dit tantôt, Pou va être vraiment regardée parce que c'est la fille, c'est la face de la victoire. Fait que c'est sûr que les autres équipes, ils vont dire qu'il faut l'arrêter, elle. Moi, ce que je pense, c'est que les équipes qui ont du succès, c'est quand on est capable d'aller chercher de la profondeur. Quand on regarde qu'on est capable d'aller générer de l'offensive, de la troisième ligne, de la quatrième ligne. Tu sais, quand tu as une troisième ligne ou une quatrième ligne qui te fait un but, ben tu t'en attendais pas, mais crime, ça te fait du bien, puis c'est ça qui va peut-être apporter ton équipe à avoir du succès. D'un côté, je suis contente parce que ça lui enlève une certaine pression à cause qu'on a quand même d'autres personnes qui sont capables de compter. Fait que si ils comptaient toutes pas en même temps, je te dirais oui, je suis d'accord, il faut qu'elle élève un peu son jeu d'un cran, dans le sens que, comme Hilary Knight l'a fait, il n'y a personne qui comptait, puis Crime, c'était la seule qui comptait. Là, dans le cas de Montréal, ben elle comptait moins, mais au moins, on avait quand même de l'offensive du côté de Montréal. Fait qu'il faut juste... C'est un peu comme jouer au golf. Bon, regarde, tu vois, j'ai un autre sport, Pat. Quand tu joues au golf à Vegas, faut juste pas que tu sois pas bon en même temps. T'as 4 coups pour faire le meilleur coup. Faut juste pas que tu sois pas bon en même temps. Mais blague à part, c'est que ce que j'essaye de dire, c'est que oui, je le sais que on s'attend d'elle d'avoir au moins, disons, 1 point par match ou un peu avoir une saison comme l'année passée. Mais reste que les équipes vont jouer beaucoup plus serrées sur elle. Puis tant mieux si les autres sont capables de marquer. Puis encore, si, imagine, Montréal a du succès, puis qu'elle débloque, ben à quel point Montréal va être fort et dominant, ça va être un peu épeurant. Fait que, je le vois pas nécessairement d'un côté péjoratif. Je pense que Montréal ont de la difficulté quand même à trouver une coéquipière ou une personne qui va jouer avec elle sur le trio. Donc, on a vu beaucoup de changements dans les derniers matchs. On a vu au départ, c'était Stacey avec Lundblom. On a vu par la suite qu'on a mis Gardner. Donc, j'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement trouvé la personne qui va vraiment chercher là, ou compléter ce duo-là s'il laisse Poulin et Stacey ensemble. Donc, je pense qu'avec le temps, on va chercher des solutions. Il va falloir les chercher vite parce que la saison est pas 82 matchs, en est 30. Mais pour moi, ça ne m'inquiète pas nécessairement parce qu'on a d'autres personnes qui sont capables de contribuer offensivement. Qui aurait dit, si on prend les trios d'hier, j'aime le point que tu amènes par contre, Anso. Si on prend les trios d'hier, OK? Le premier trio, Stacey, Poulin, Gardiner. Elles ont présentement les 3 ensemble, là, 9. Elles ont 13 points.
Si on prend le troisième trio, Grant Mantis, Labelle et Dalton, elles ont aussi 13 points. Alors, c'est un excellent point que tu amènes, puis, mais c'est pas à ça qu'on s'attend, tu comprends? On s'attend pas de la troisième ligne va produire autant de buts puis autant d'offensives que ton premier trio. Puis, veux pas, tu sais, c'est rare les équipes qui vont gagner sans que leur vedette step up, sans que leur vedette soit les meilleurs joueurs ou meilleures joueuses, peu importe le sport. Donc, oui, tu as raison. En attendant, ça va bien parce que les autres performent, mais c'est la journée que le troisième trio ne marchera plus, la journée de la deuxième ligne ne marchera plus, ben il va falloir à ce moment-là que ça marche à quelque part, puis en espérant que ce soit là que le trio de poux débloque un peu plus offensivement. Je suis d'accord avec toi. Ton hot take, Kim? Moi, c'est depuis le gros échange qu'on a eu le 30, j'allais dire septembre, mais c'est décembre, là, en Effectivement. 2024, l'année Tu passée. mélanges pas d'année, tu mélanges pas d'année, tu mélanges de mois, ça va bien. C'est ça. En fait, moi, qu'est-ce que je veux parler, c'est que c'est Ottawa. Depuis cet échange-là, sont vraiment partis sur une bonne lancée. Avant l'échange, il y avait une victoire, mais là, depuis, ils ont eu 2, fait que c'est 3 d'affilée. Puis je pense que sinon, leur autre victoire était leur deuxième match, là, fait que ça faisait un bout qu'ils n'avaient pas gagné. Là, avec cet échange-là, je pense qu'ils sont venus, en fait, un match fraîcheur, du nouveau dans l'équipe. Des fois, ça fait juste du bien, un petit reset. Mais c'est le fun de les voir. Puis on les avait mis derniers, mais là, ils commencent à monter un peu dans le ranking. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner au courant de l'année avec cet échange-là. Mais c'est vraiment les 3 dernières victoires là, qu'ils ont en leur possession. C'est ça mon petit hot take de la semaine. Mais le pire, c'est que mon hot take que j'ai fait par rapport à cet échange-là était que Toronto, cet échange-là leur permettrait de devancer Ottawa en bout de ligne. Et là, ça me fait complètement mentir. C'est le contraire qu'on voit. Alors qu'on était pourtant pas mal tous d'accord qu'on ne comprenait pas ce qu'Ottawa avait fait dans ce trade-là, dans cet échange-là. Et pourtant, ben, comme tu l'as dit, Kim, elles ont battu Toronto 2-1 la veille du jour de l'an. Elles ont battu New York 3-2 mardi dernier. Donc, effectivement, Ottawa surprend avec ces performances-là depuis le fameux échange là, qu'on a qualifié de plus gros échange de l'histoire de la LPHF là, qui a amené Jocelyn Larocque à Ottawa et principalement là, Savannah Harmon du côté de Toronto. Mais faut pas oublier que quand même, Ottawa, une de leurs succès, c'est la performance de Emerald Smashmeyer. 100%. Si c'était pas d'elle, on regarde le match de Toronto-Ottawa, que Toronto les ont dominés au chapitre des tirs. Je pense que Ottawa avait 12 ou 13 lancés qui ont réussi à gagner. Faut être opportuniste, tu crées ta chance, puis des fois, tu joues mal, puis tu gagnes, puis des fois, tu joues bien, puis tu perds. Mais reste que ça met énormément de pression sur Mash parce qu'elle est là. Heureusement, elle performe. Puis, tu sais, je pense que c'est une des raisons pour laquelle Ottawa ont du succès. Mais je suis d'accord, tu sais, puis je suis en train de me demander, on va-tu changer nos prédictions puis dire Toronto ne fera pas les séries? Hey! Puis, tu sais, on est fou, là. Ça. Toronto, là, présentement, tu sais, on dit que le classement, ça peut jouer facilement puis rapidement parce qu'une victoire en temps réglementaire, c'est 3 points. Mais Toronto, présentement, a 7 points. Et la victoire au premier rang a 17 points. Ça, c'est plus que 3 victoires en temps réglementaire pour rattraper l'équipe. Ça commence à être beaucoup, peut-être pas pour les séries. Là. Ils sont à 5 points des séries. On approche le tiers de la saison. Il reste encore quand même beaucoup de hockey, mais on voit déjà qu'il y a un écart qui se creuse là, entre les 2 premières, Montréal et Minnesota, et Toronto, qui ferme la marche avec seulement 7 points, seulement 2 victoires. C'est la pire défensive de la Ligue. Écoute, ça. Puis je les regardais jouer hier, là, contre Montréal. Ouais. Ça se donne pas, Toronto, là. Ça se donne juste pas. Honnêtement, là, tu perds. C'est dur d'aller chercher un environnement qui est le fun. Oui, tu veux être compétitif, mais crime, c'était 3-0. Tu te dis, ouf, c'est lourd, là. C'est dur à remonter la pente. Puis déjà, quand ça va pas bien, tu es sur une séquence que c'est difficile. Tu sais, c'est pas évident, là. Il va falloir que
il y a quelque chose qui se passe. Mais encore une fois, ça revient à dire que les gardiennes, il faut qu'ils fassent le travail. Tu sais, un peu comme j'ai mentionné, Match fait le travail à Ottawa. On est à Montréal, les gardiennes font le travail. À Toronto, je pense qu'il y a une petite difficulté dans le filet, là. Mash qui a le meilleur taux d'efficacité à 935. Puis le deuxième meilleur, le deuxième meilleure moyenne de buts alloués avec, bon, un certain nombre de matchs. Là, tu as Hélène Chouli qui a une moyenne de 2, mais elle a juste joué 2 matchs. Match Meyer a joué 7 matchs. Là. C'est énorme. Là. Et elle a une moyenne de 2 elle aussi. Maddie Rooney a 1,98. Donc, elle frôle le sommet. Pour l'instant, Match est clairement la candidate au trophée de gardienne de l'année. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Anso, ton hot take? Ben, un peu dans la même lignée de Kim, moi, je vais y aller que Victoria Buck, comme j'ai mentionné le dernier épisode, j'ai dit que pour les défenseurs, je pense que c'est vraiment un gros avantage à Toronto. Au niveau des attaquants, Buck, j'ai l'impression qu'elle va quand même bien sortir avec Ottawa. Elle était sur la 4e ligne avec Toronto. Comme j'ai mentionné, une joueuse de finesse qui marque des buts. Puis, tu sais, on l'a vu le dernier match, elle qui a fait une passe, était allée un 2 contre 1 avec Danielle Serdagny, qui a fait une passe vraiment dans le crease du goaler. Puis, ça a fonctionné. Je pense que Bach, honnêtement, puis là, elle évolue sur la troisième ligne. Moi, ce que j'ai le goût de dire comme mon hot take, c'est que Bach va finir avec plus de points que Scamora d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin de l'année, avec leur nouvelle. Donne-toi une chance, là. Donne-toi une chance, d'ici la fin de l'année, au moins. D'ici la fin de l'année. mais tu vois, je compare les statistiques, OK? Scamora, elle a eu aucun point en 2 matchs avec Toronto. Elle est -3. Évidemment, l'équipe perd, ça aide pas le différentiel. Elle a quand même lancé 8 fois au filet. Tu sais, contre Montréal, hier, là, c'est 5 lancés qu'elle a eu, Scamora. Donc, c'est pas parce qu'elle lance pas. Puis elle joue des grosses minutes. Là, elle a joué 20 minutes hier. Première unité. Ben, exactement. Premier trio. Exactement. Elle a joué 20 minutes hier. Du côté de Victoria Buck, elle a une aide en 2 matchs, elle aussi. Un différentiel de +2 et elle a 3 lancés et elle joue 14-15 minutes. Donc, effectivement, mais là, elle joue, avec une équipe qui trouve le moyen de gagner. Alors, ça fait une différence, ça aussi, je pense. Mais Ottawa, c'est pas une équipe qui marque énormément de buts non plus, là. Non. Ils vont marquer... C'est pas nécessairement l'équipe qui... Quand moi, je pense à Ottawa, je pense pas nécessairement que c'est l'équipe qui score le plus, là. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que Toronto est l'équipe d'une seule joueuse, Natalie Spooner, puis c'est ce qui cause les insuccès de l'équipe en ce moment? Ben moi, je pensais pas. Tu sais, dans ma tête, c'est pas une joueuse qui fait l'équipe. Là. On s'entend, ça n'a jamais été ça. Là. Tu sais, peut-être qu'on est plus jeune, mais à ce niveau-là, c'est non. Mais là, je suis en train de me poser la question parce que quand elle était là, le succès de l'équipe était énorme. Elle a manqué les séries, ça a été en descendant. Puis là, on le voit aujourd'hui, elle n'est pas dans l'alignement. Puis malheureusement, Toronto n'ont pas de succès. Là. Puis on sait, tu sais, est-ce qu'on a une idée quand est-ce qu'elle revient? Par rapport à sa blessure? Je pense qu'elle a recommencé à patiner, là, Nathalie Spooner, mais on n'a pas... je vais vérifier, mais il me semble qu'aux dernières nouvelles, on n'avait pas là, une date précise ou un moment précis, mais je pense que... bon, j'ai l'impression qu'elle va revenir avant la fin de la saison. Mais on n'a pas en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas un moment plus précis que ça. Mais tu sais, moi, je pense que c'est pas nécessairement l'équipe se fie sur une joueuse, mais c'est juste qu'elle apporte de la profondeur. Tu sais, tu la rajoutes dans l'alignement, là, tu vas vraiment chercher beaucoup plus de profondeur. Tu sais, là, tu te retrouves avec une première ligne avec Turnbull, Maltese, Kamura, puis tu as Watts, Nurse, puis Daniel. Bon, normalement, ça devrait être tes joueurs qui vont produire. Spooner, l'affaire, c'est que Krim est capable de mettre la puck dans le net. Turnbull, c'est pas quelqu'un qui va marquer énormément de buts. Elle va être extrêmement difficile à jouer contre. Puis probablement que Maltais, Turnbull, Scamora vont être mis contre les meilleures lignes de l'autre côté pour jouer défensivement. Puis là, tu te retrouves avec Watts, Nurse, Daniel qui doivent ou qui ont une pression énorme. Ben, tu rajoutes une fille comme Spooner, ben, tu viens de chercher un peu plus. Tu sais, t'as Miller, Comfort puis Gosling. Gosling, c'est une recrue, mais
en date d'aujourd'hui, elle fait pas grand-chose. Rajoute une spooner là-dedans, ben tu viens de chercher au moins 2 lignes d'attaque qui ont un peu plus de punch. Puis, tu sais, la game de hockey, ça arrive tellement vite. Des fois, juste un but peut changer la différence. Et on a vu quand Turnbull est arrivé en échappée, admettons qu'on met spooner là-dedans puis qu'elle compte. Ben, l'allure du match vient changer complètement. Fait que je pense que c'est plus la profondeur qui manque, puis son addition offensive qui est capable de marquer des buts. T'sais. C'est plus cette chimie-là que je pense qui manque là, à Toronto. Pour répondre à ta question, Kim, elle patinait même avant le début de la saison. Donc, oui, elle est de retour sur la glace. Elle a même joué durant la pause internationale en décembre. Elle était sur la glace avec un chandail de non-contact, mais on ne sait pas vraiment quand elle va être prête. Puis je pense qu'on ne veut pas rien risquer non plus de son côté, la ramener trop tôt et qu'elle se reblesse, puis là, qu'on la perde pas encore plus longtemps. Donc, je pense que le but, ça va être de la ramener au moment où elle va vraiment être prête. Mais c'est sûr que c'est une joueuse qui a eu 20 buts, puis a eu 27 points l'an dernier. Cette production offensive-là n'a pas été remplacée à Toronto. Ça, c'est sûr et certain. C'est le temps d'aller vers les prédictions. Puis avant de faire nos prédictions pour les matchs du week-end, on va se faire une petite mise à jour de où on est rendu dans nos statistiques de prédiction. Alors, et là, je vais commencer avec les pourcentages, puis ensuite, je vais y aller avec la réalité, c'est-à-dire le nombre de bonnes prédictions, parce que l'écart est moins grand de cette manière-là quand même. Alors, en troisième place, on a Kim à 34 % de prédiction. Elle peut pas être plus basse, Anso. Pas moi, pourquoi t'applaudis. Au moins, je participe. J'ai déjà joué, je fais une parenthèse, j'ai déjà joué à des jeux vidéo. On était chez Dave & Buster's à LA, moi puis Kev. Ça se dit bien, ça se place bien dans une conversation. LA. Puis, et à un moment donné, on jouait à une course, on faisait une course d'auto et on était 6. Et je sais pas comment Kev a trouvé le moyen de finir 7e. J'ai pris une photo, je dois encore avoir ça dans mon cell. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait rire. On veut des preuves. Ah, mais je sais pas, il y avait un glitch visiblement dans le jeu, mais ça m'a vraiment fait rire. Donc, Kim, t'es troisième sur 3 avec 34 %. Moi, je suis deuxième à 44 %. Yeah! Je vais m'applaudir tout seul. Et la meilleure, la première, avec 67 %, Anne-Sophie Betté. Hey! Wow. Bravo Anso. Maintenant, la réalité. Oui, tu as 23 % de plus que moi, puis 33 de plus que Kim. Mais la réalité, tu as eu 6 bonnes réponses, 6 bonnes prédictions. J'en ai eu 4, Kim en a eu 3. Ouais, c'est bon. À ce niveau-là, c'est relativement serré, là. Ben oui. Quand même. Et parce que, bon, Mais... Kevin Raphaël qui m'a dit « Hey, Anso, elle vous détruit. » Non, calme-toi, là. Calme-toi. Kev! Maintenant, c'est quoi? On a fait 2 fois des prédictions, là. on a fait 2 fois des prédictions. Bon, On peut attendez, se on se calmer, calme, là. hey, Ben oui. Non. Ben oui, merci, Kim. On est à 2, moi et Kim, on est meilleurs qu'Anso. Bon. Bon, faut qu'ils se tag team en Hey, plus. hey, on va s'appeler avant de choisir nos prédictions. Comme au Monopoly, on va se mettre en équipe pour sortir quelqu'un du jeu. Alors, on va faire les prédictions pour les matchs du week-end. Donc, samedi, Boston fera face à Ottawa. Over-under, donc plus ou moins 5,5 buts pour le total de buts pour le match. Anso, ta prédiction? Moi, je vais y aller avec under. Under, donc moins de 5,5 buts. C'est également ma prédiction. Moins de 5,5 buts entre Boston et Ottawa. C'est pas deux équipes. Boston et Ottawa, là, c'est les 2 pires offensives de la Ligue en ce moment. Je m'attends pas à un 17-0, mettons. Là. C'est ça. Kim, de ton côté, plus ou moins 5,5 buts? Moi aussi, je me dis, vu que vous êtes meilleur que moi, je vais prendre les mêmes réponses que vous. Non, mais Wow! sans farce, j'avais under dans mes notes. Là, le Sacossé, on va demander des preuves de tes choix avant. On prendra pas de chance. Kim, qui va marquer un but dans le match? On va la faire commencer. J'y vais. Anso, c'est quoi ton choix dans ce soirée? Je vais avec Anna Bilka.
Annabelle du côté de Boston, bien sûr, qui a déjà Exactement. 3 buts. Moi, j'y vais avec Hilary Knight, qui connaît quand même un bon début de saison, a fait bien meilleur début de saison que l'an dernier, a déjà 4 buts à sa fiche. Anso? Je vais être constante dans mes choix, puis je vais y aller avec Tapani. J'étais sûr. Quand t'as dit Constance, j'ai dit tu vas prendre Tapani. C'est sûr et Belka certain. a fait bien, là, elle a quand même un but à ses 2 derniers matchs. Oui, À chaque 100%. match. Du côté du gagnant du match, moi, j'y vais avec Boston. Anso, de ton côté? Également avec Boston. Ils sont sur une bonne lancée. Tu sais, Mash, oui, c'est une bonne gardienne. Est-ce qu'ils vont retourner avec elle? Tu sais, je sais pas. C'est ça qui est un peu difficile dans les prédictions d'avance. Tu sais, on n'a pas les alignements partants. On ne sait pas qui joue. Mais j'y vais avec Boston. Ils sont sur une bonne lancée. Puis, je pense Ottawa qu'elle aussi est allait sur une finir bonne en lancée, premier. par contre. Ottawa est sur une lancée. Kim nous l'a dit tantôt, 3 victoires. Oui, je sais, mais là, j'avais dit, moi, consécutives. que Boston allait finir premier dans la saison. Là. Fait que faut qu'ils gagnent une coupe de game. Mais Boston aussi, tu vois qu'ils sont sur une bonne lancée, Crime. Ben non, mais ils ont quand même. Une victoire Oui, mais leurs dans 4 ça- derniers matchs. Non, mais écoute, ils étaient tellement mauvais que là, la victoire qu'ils ont eue contre Montréal, ça les a aidés. Puis après ça, une autre victoire contre Minnesota, ça les a aidés. Ce qui n'a pas aidé, c'est qu'ils sont allés en prolongation. Où ça, tu vois une victoire contre Minnesota, toi? Ils n'ont pas gagné contre Minnesota. Mais non, ils ont perdu hier 2-1. Ah, bon, Ah! ils vont se reprendre. Tu prends l'Ottawa ou... Non, je reste avec Boston. Mais en fait, c'est parce que j'avais fait ma prédiction avant qu'ils jouent hier. C'est pour ça. mais non, mais dans le sens que c'est quand même une équipe. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Là. Hey, on m'en passe pas des vites à moi, Stick. Hey, c'est drôle, ça. Kim, t'as le choix, là. T'as le choix de prendre le mauvais choix de moi puis Anso ou de prendre ta charge d'Ottawa avec ses 3 victoires consécutives. Non, moi aussi, j'ai Boston. Wow. Malheureusement, je pense que la séquence de victoire de la charge d'Ottawa va prendre fin contre Hey, mais Boston. pour vrai, là, on est quelque chose. On n'a aucun amour pour Ottawa. L'équipe gagne 3 matchs à l'étranger. Ils reviennent au TD Place, puis on les prend même pas. Ouais, mais écoute, hey, tu te souviens quand on a dit que Montréal était sur une lancée de 4 victoires, puis là, qu'est-ce qui est arrivé contre Boston? Ils ont perdu. Ben oui. Même si tu reviens à la maison, ça va quand même être tough. T'as raison. Toronto-New York, dimanche. Toronto visite New York au Prudential Center. Plus ou moins 5,5 buts. Moi, j'y vais avec plus parce que New York a une excellente offensive, comme on le sait. Et puis, Toronto, tu sais, 5,5, là, c'est pas tant que ça, c'est 4-2, là. C'est 3-2 avec un but dans un filet désert. Donc, je pense que ça a des chances d'être plus que 5,5. Kim, de ton côté? Moi aussi, over. Anso? Pareillement, tu sais, on a parlé, les gardiens de Toronto, c'est un peu nébuleux. L'offensive de New York, ça performe quand même très bien. Donc, 5,5 buts, ça va arriver quand même assez vite. Qui va marquer dans le match, Anso? Ma petite Carpenter! Carpenter! Bon, j'ai été obligé de prendre quelqu'un d'autre. D'abord, Moi j'avais aussi, Carpenter j'avais elle. aussi. Ouais, on peut tout la prendre, c'est correct. On a le droit, hein? Ben oui. Oui. À Gage-tu, on avait des choix pareils à Ben oui, l'époque? on a le droit. Bon, t'as Carpenter toi aussi? Ouais, moi aussi, j'ai Carpenter. Bon, on a tout un point, on n'aura pas, là. C'est ça. T'sais, par contre, c'est pas de même qu'on va devancer Anso en prenant les mêmes choix qu'elle. T'as bien raison. On jase, mais je garde mon choix. J'aime mieux avoir ce point-là de ne pas l'avoir. Je lui laisserai pas le point puis prendre quelqu'un d'autre qui fera pas de but. Alex Carpenter, on le sait, meilleure marqueuse, meilleure pointeuse plutôt du circuit, meilleure buteuse aussi avec 5 buts. Puis elle est devenue la première joueuse avec une séquence consécutive de 7 points par un point par match là, consécutif, ça disait. Oui. Donc, c'est quand même impressionnant. Hey, j'ai une question par rapport à Alex Carpenter. J'ai lu à un moment donné beaucoup de critiques par rapport à un commentateur anglophone qui mentionnait qu'Alex Carpenter était la fille de Bobby Carpenter, un ancien joueur de la LNH, un des Américains qui a été je vous pose pas de questions sur Bobby Carpenter. Moi, je l'ai connu, là, il jouait avec les Capitals et tout. Mais les gens se fâchaient que le commentateur ait mentionné que son père
jouait dans la LNH, puis il m'a... Tu sais, et je sais pas. Puis là, moi, je suis un gars, fait que je vois peut-être pas les choses je vois peut-être pas les choses de la même façon. Mais est-ce que ça vous fâche comme femme, comme joueuse de hockey, lorsque des commentateurs ou des commentatrices, mais c'est souvent des commentateurs, vont parler du frère ou du père d'une joueuse en référence à la joueuse en question? Fâché, c'est un grand mot, là. Non, pas nécessairement. Tu sais, on regarde Sarah Nurse, qui a son cousin Darnell qui joue dans la Ligue nationale, Ouais. Kia qui joue dans la WNBA. Dara Gregg avec Montréal, avec son frère qui joue à Ottawa. Tu sais, je pense pas. Non, moi, ça me fâche pas. C'est juste de dire que tu sais, cette famille-là ont eu du succès. Puis c'est le fun. C'est plus une nouvelle intéressante ou un fait intéressant que de dire elle, c'est la fille d'eux. C'est quand même. Parce que moi, dans le hockey masculin, mettons, là, je sais pas, moi, peu importe qui, son père a joué dans la Ligue, son frère joue dans la Ligue, je veux dire, on le mentionne, puis on n'en fait pas nécessairement de cas. Puis j'arrive pas à comprendre pourquoi on en fait, ou certaines personnes, je veux pas généraliser, en font un cas lorsqu'on mentionne que une joueuse, ben son père a joué dans LNH. Je veux dire, au pire, Alice, c'est une joueuse de 2e génération, elle a trempé dans le hockey toute sa vie. Il me semble qu'il y a une façon de le dire pour que ça ait du sens, puis que ça soit une information qui soit pertinente à donner à ceux et celles qui n'ont aucune idée qui est Alex Carpenter, ou même s'ils savent c'est qui suivent le hockey. Ah ouais, une joueuse de 2e génération, OK, bon, tu sais, je sais pas, il me semble qu'il y a de la pertinence à aller chercher là. En tout cas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est pas grâce à son père qu'elle a le talent aujourd'hui. Je veux dire, elle a travaillé fort, elle a mis les efforts, puis... Ben, absolument. Je trouve juste que c'est une fierté. Tu sais, je veux dire, si j'avais quelqu'un de ma famille qui avait joué dans la Ligue nationale, c'est une fierté. C'est juste que faut pas que tu mettes juste... tu sais, autour de la discussion, tu mets juste l'énergie sur la personne qui a joué dans la Ligue nationale. Tu sais, là, présentement, on parle d'Alex, fait qu'on peut-tu parler d'elle? On peut mentionner son père, mais on fera pas un podcast sur son père au complet. Ben non. Faut juste être capable de lire entre les lignes. Là, mais c'est un bon point. C'est un bon point de t'amène aussi de dire c'est pas à cause de lui qu'elle a du succès, ou en tout cas peut-être pas à 100%. J'imagine qu'il l'a entraîné, ou tu sais, bon, tout ça, mais je veux dire, elle est sa propre personne. Mais moi, je trouve que c'est quand même une information pertinente. Bref, j'ai fait une longue parenthèse. Qui va gagner entre Toronto et New York dimanche? Kim? New York. Ouais, moi aussi, j'ai New York. Anso? Aussi. Je vais avec la famille New York. Bon. Pour vrai, là, tu sais. Non, mais tu sais, faut être réaliste. Là. Ben, on a vu jouer Toronto hier, puis ils me donnent pas le goût de prendre pour eux dimanche. C'est ça. C'est plate, on reste à la même page. C'est plate, mais c'est ça. À moins que, miracle, on aurait le retour de Nathalie Spooner dimanche. Et on termine nos prédictions avec Montréal-Minnesota, également dimanche, mais du côté de Denver. Donc, ça se joue au Ball Arena. C'est le dernier match du voyage dans l'Ouest américain et canadien pour la victoire, qui reviendra à Laval, à la Place Belle, vendredi le 17 janvier, puis ensuite au Centre Vidéotron dimanche le 19. Plus ou moins 5 buts, Anso? Moi, j'y vais moins de 5 buts. Kim? Moi aussi, moins. Ah, ben moi, j'y vais avec plus. C'est quand même deux bonnes attaques qu'on a, Montréal et Minnesota. Minnesota qui a 28 buts jusqu'à présent, puis qui en a quand même accordé 25. Là. C'est pas comme s'ils gagnaient leur match 2-1, Minnesota. Mais moi, en fait, puis tout dépendant, là, comme je disais tantôt, ce qui est dur dans des prédictions qui sont loin, c'est les blessés. Tu sais, on a Zumwinkle qui est blessé, on a Ainsley qui est blessé, on a Sophie Jacques qui est blessée. Tu sais, ça fait quand même... Tu sais, Zumwinkle est quand même une production offensive. Il y a Heisey qui était quand même assez silencieuse, mais un peu comme le parallèle que je faisais avec Spooner, je trouve que Zumwinkle, du fait qu'elle n'est pas dans l'alignement, ça l'enlève un peu de profondeur. Maintenant, est-ce que si toutes ces personnes-là vont jouer, ben peut-être que je changerais ma prédiction, mais pour l'instant, je vais la garder à under. Du côté de qui va marquer dans le match, Kim? Moi, j'y vais avec Curl. Curl, Son OK. prénom, Brita. Curl? Curl. Elle dit Curl. My name is Curl. Brita Curl.
Elle a un bon début de saison, Brie Salem. Là. Oui, absolument. Ouais, Elle a 4 buts, 2 exactement. passes, 6 points. De mémoire, c'est la deuxième meilleure chez les recrues après, troisième meilleure chez les recrues après Sarah Fillier puis Anna Bilka. Donc, connaît un essai. Au début de la saison, on avait Dominic Petrie à Minnesota qui marquait, qui a marqué quand même 3 buts là, dans les premiers matchs. Et là, Curl Salem l'a devancé là, à ce chapitre. Anso, de ton côté? J'étais indécise, mais je vais y aller avec Laura Stacey. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas marqué. C'est quelqu'un qui lance beaucoup. J'ai le goût qu'elle compte, fait que je vais y aller avec elle. J'ai le goût qu'elle compte. Ben, c'est une bonne raison. Moi ça m'a porté fruit la dernière fois que je l'ai pris. J'y vais avec Abby Boreen contre son ancienne équipe à Minnesota, pas à Minnesota, mais à Denver, mais contre son ancienne équipe. Alors, j'y vais avec Abby Boreen, qui, comme on sait, connaît également un excellent début de saison. Peu importe qui va gagner, j'allais dire, ça va être un match important parce qu'on joue pour la première place. Ni plus ni moins. Je l'ai dit tantôt, mais je le répète, Montréal a 17 points, Minnesota en a 16. Montréal a un match en main. Donc, c'est un match important pour les deux équipes. Qui voyez-vous gagner le match? Anso. Montréal. Puis, tu sais, ça revient à dire avec tous les blessés qui sont pas là. Tu sais, on a vu, je me souviens pas de son nom, là, la gardienne qui est arrivée à l'improviste, qui est arrivée pour Minnesota. C'est sûr que c'est un peu un défi que quand Hensley n'est pas là. Mais je vais y aller avec une victoire de Montréal. Kim, de ton côté? Même chose pour moi. Moi aussi, si je veux avoir autant de points qu'Anso, il faut que je suive ses prédictions. Mais... Ouais, mais là, j'ai l'impression que tu as tout pris les pics à Anso. Fait que non, puis pour vrai, on s'est même pas parlé avant. Là, fait que c'est tu sais, comme on a dit, c'est un match extrêmement important. Puis il faut que Montréal gagne s'ils veulent garder la première position. Fait qu'ils vont être prêts pour ce match-là. Moi, je vais être le Grinch du groupe. Je vais y aller avec Minnesota. Je pense que c'est Minnesota, avant d'arriver à Denver, vont avoir joué 4 parties à domicile consécutifs. Denver, c'est un petit vol de 2 heures pour les filles du Minnesota. Montréal est sur la route depuis le 4 janvier. Je pense qu'à un moment donné, ça va les rattraper un peu. Puis oui, il y a des blessés du côté de Minnesota, mais c'est quand même une équipe qui joue physique. Taylor Icy connaît une très, très bonne séquence en ce moment. Et je pense que ça va... je pense que ça va porter fruit. Là, mais tu dis qu'elle connaît une bonne séquence. Oui, elle a marqué le but en prolongation. Mais moi, je la vois pas tant que ça. Honnêtement, là, cette fille-là, on dirait que c'est comme si, contrairement à l'année passée, je sais pas si c'est la pression de la première année, qu'on avait des attentes élevées, ou je sais pas si c'est ses blessures qui sont arrivées, mais je trouve qu'elle sort pas autant que l'année passée. Mais elle a quand même 8 points. Elle a quand même 8 points en 8 matchs. L'an dernier, elle a fini la saison avec 13 points en 19 matchs. Fait qu'elle s'enligne sur une saison de loin supérieure à celle de l'an passé. Et dans les 7 derniers matchs, elle s'est inscrite au pointage au moins 6 fois, dont 2 matchs de 2 points. Mais je trouve que son implication, je la vois moins quand je regarde un match de Minnesota. Je comprends. On va terminer avec les Québécoises comme on le fait à chaque épisode. Et bien sûr, j'en ai parlé en début dans la joueuse de la semaine. Je veux parler rapidement des Québécoises qui sont au championnat mondial des moins de 18 ans et qui, jusqu'à présent, offrent quand même de très bonnes performances. Rosalie Tremblay, Anaïs Leprohon, la joueuse de défense, Rosalie Tremblay qui est une attaquante, et la gardienne de but, Marie-Lou Grenier. Leprohon qui a déjà, je crois, 2 buts, une passe en 4 matchs. Rosalie Tremblay a 2 ou 3 passes à sa fiche également. Là, je cherche les statistiques pendant qu'on se parle. Et il y a Marie-Lou Grenier qui, elle, de son côté, c'est peut-être la plus connue du groupe, qui joue du côté des Titans de Limoilou et qui est déjà là... qui est déjà signé avec une université américaine, dans le fond, qui va aller éventuellement remplacer Eve Gascon avec Minnesota du lutte et qui en 4 matchs, là, connaît vraiment de bonnes statistiques, là, un pourcentage de 926. Elle a accordé seulement 2 buts
Donc, c'est des Québécoises qui performent très, très bien. Le Canada s'en va en demi-finale du tournoi. Donc, ça, ce sont d'excellentes nouvelles. Le match contre le Japon, là, je vous disais tantôt, ça s'est fini 17-0. Là. J'ai oublié de vous parler des tirs au but. Savez-vous c'était quoi les tirs au but? Non. Ça doit être comme 76 contre 4. Tabarouette. Aïe, aïe, aïe. 76 contre 4. C'était pas Marie-Lou Grenier qui était devant le filet, c'était l'autre gardienne. Hey, mais ça veut dire que si tu joues à 6 contre 5, t'enlèves ton gardien, là. Oui. Ça veut dire que ça aurait peut-être fini 17-4, là. T'aurais pu jouer sans gardien? C'est complètement fou, hein? Comme je vous ai dit, là, c'est le seul match qui a vraiment ce genre d'écart-là. Les autres matchs, là, c'est comme 6-0 étant peut-être le plus grand écart qu'on avait vu dans le tournoi. 9-1, en fait, les Américaines contre la Slovaquie ce matin. Mais sinon, là, c'est des scores qui sont plus serrés. Le Canada va jouer contre la Tchéquie en demi-finale. Ça, c'est dans 2 jours. Donc, c'est samedi. Et les Américaines vont jouer contre les Suédoises également dans l'autre demi-finale. Donc, quand même, les 3 Québécoises qui nous représentent bien. Je voulais en parler parce qu'il y a des Québécoises, puis en même temps, je veux terminer là-dessus parce qu'il y a quand même plusieurs discussions sur le fait que du côté féminin, on n'a pas l'équivalent du championnat mondial de hockey junior masculin qui est si populaire depuis des années. On a un tournoi des moins de 18 ans. On a les universiades là, qui vont commencer d'ailleurs dans les prochains jours, mais on n'a pas vraiment ce championnat-là des juniors, donc des moins de 20 ans. Et il y a plusieurs personnes, dont Yann Kennedy du Hockey News, qui militent énormément pour que ça arrive à un moment donné. C'est quoi votre position par rapport à ça? C'est-tu quelque chose qui aiderait le hockey féminin? C'est-tu quelque chose qu'on a absolument besoin ou c'est un peu un faux débat? J'ai le goût de vous entendre là-dessus. Anso? Ben, je pense pas que c'est un... Je sais pas si ça l'aiderait nécessairement au développement du hockey féminin, dans le sens qu'il y en a déjà un tournoi, comme c'est juste qu'il est après les fêtes. Est-ce qu'il y aurait avantage de le mettre avant les fêtes, en même temps que les gars, à des heures différentes? Mais c'est pas la même catégorie d'âge quand même. Non, mais tu sais, il y a eu des équipes, tu sais, moins de 18 ans, moins de 22, puis même moi, j'ai eu un moment où c'était moins de 25 ans, ce qu'on appelait l'équipe de développement. Là, je ne sais plus exactement c'est comment qu'ils sont répartis. C'est-tu encore moins de 18 puis l'équipe senior? Ou Non, mais l'équipe de développement, c'est l'équipe qui a représenté le Canada au tournoi, le Women's Euro Hockey Tour, durant la pause internationale au mois de décembre. C'était l'équipe de développement qui est moins de 23 ans, en fait. OK, c'est ça. Fait que c'est rendu à 23. Mais oui, je pense que ça pourrait avoir lieu, puis de créer une certaine routine, de se dire, tu sais, on dirait le game du 31 décembre, tu le sais que c'est Canada contre États-Unis, puis bon, là, dans les 2 dernières années, le Canada au championnat junior, ça va pas super bien. Est-ce que de rajouter une équipe féminine là-dedans, dans ces tournois-là, ben pas dans le tournoi, mais d'avoir une horaire féminin puis l'horaire masculin, je pense que ça pourrait avoir lieu. Puis c'est le fun pour les jeunes. Moi, c'est un peu cet angle-là. Tu sais, tu parlerais à n'importe quel garçon qui vont là, qui sont pas dans la Ligue nationale, mais je pense que c'est un beau privilège. Ils vivent des belles choses ensemble. Peut-être qu'ils passent pas Noël avec leur famille, mais c'est un coup à donner. Puis c'est la même chose pour les filles. Nous autres, on partait en Allemagne, justement, là, dans les débuts janvier, puis on fêtait Noël ensemble là-bas. C'était nos championnats du monde junior. Fait que moi, j'aimerais ça le voir, ce championnat-là, entre Noël et Jour de l'An, puis continuer un peu après. Là, je pense que ça pourrait bien se faire. Puis ce que je retiens le plus, c'est vraiment l'expérience que les filles peuvent en sortir, d'apprendre à connaître l'expérience sur la scène mondiale, puis de jouer pour l'équipe nationale, puis de le mettre avec les gars. Moi, je serais pour. C'est sûr qu'il y a toujours le truc qu'il n'y a pas vraiment de catégorie junior dans le hockey féminin qui se démarque. Tu sais, je veux dire, la CHL, elle est bien implantée. Il y a des joueurs juniors dans la NCAA, mais c'est surtout, tu sais, des joueurs, surtout pour le Canada, c'est surtout des joueurs de la CHL. Mais on a quand même, tous les joueurs américains, ce sont des joueurs qui performent dans la NCAA. Donc, il y a quand même cette équivalence-là. Kim, tu as joué pour, entre autres, l'équipe canadienne, ben Anso aussi, mais avec les universiades, tu as joué à 2 reprises. C'est quoi ta position par rapport à ça? Ben, moi, je suis d'accord, comme Anso a dit, puis
sais, je pense que ça va permettre de voir d'autres filles aussi parce que, comme on en a parlé déjà dans un autre podcast, c'est que il y en a un peu comme toi, Anso. Toi, c'est arrivé plus tard dans ta carrière que tu étais à ce niveau-là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on pourrait voir d'autres jeunes filles. Éventuellement, il n'y aura sûrement plus de, peut-être même de championnat senior ou même tu sais, la rivalité parce que maintenant, on a une ligue professionnelle. Fait qu'on veut pas nécessairement tout le temps mettre des pauses pour que les filles partent faire leur championnat. Fait que ça pourrait être intéressant d'avoir des plus jeunes, d'en découvrir. Puis le fait d'être en Noël et jour de l'an un peu en même temps que les gars, tu sais, peut-être un intervalle d'une semaine pour être d'être capable de tout voir. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, puis on l'a vu aujourd'hui, nous, on a une fille, Anaïs, qui est dans notre sport-études qu'on coach. Puis aujourd'hui, avant d'embarquer sur la glace, bon, on la regardait. C'est le fun de voir que les matchs sont à RDS, sont diffusés. Si on recule, il y a quelques années passées, malheureusement, nos matchs étaient sur Internet. Tu sais, c'était pas nécessairement l'hockey féminin, on le voyait pas à la télé. Fait que de le fait qu'on a cette plateforme-là maintenant que les gens peuvent écouter les matchs. Puis oui, là, c'était dans l'après-midi, mais il va repasser en soirée le match un peu plus tard. C'est sûr que les gens sont peut-être couchés, mais on peut l'enregistrer. Tout le monde aujourd'hui, on peut enregistrer avec son télévision. Mais c'est le fun de voir que, tu sais, il y a une évolution. Puis j'aimerais que oui, il y a une autre catégorie. Là, on parle de moins de 23 ans qui est quand même le fun parce que une fille, une fois qu'elle dépasse le moins de 18, elle a 21 ans, tu sais, elle est quand même jeune pour aller jouer avec l'équipe senior. Fait que c'est le fun qu'il y ait une sous-catégorie comme ça. Puis qui sait, peut-être que tu sais, il pourrait avoir un moins de 20 ans puis un moins de 25 éventuellement, peu importe. Là. Mais je pense que ça peut être intéressant pour le hockey féminin. Ouais, parce Puis en plus, qu'après, c'est tellement en évolution. Là. parce qu'après les moins de 18 ans, ben, tu sais, oui, il y a une équipe de développement canadienne de moins de 23 ans, mais la marge est quand même grande entre tout ça. Fait que peut-être une catégorie mitoyenne pourrait faire le boulot. Eh bien, merci beaucoup de votre position là-dessus, les filles. C'est ce qui complète notre épisode de cette semaine, édition du 9 janvier. Ben, en fait, on est le 9 janvier qu'on tourne. On va être diffusé le 10. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute encore une fois. Au nom d'Anne-Sophie Betté et de Kim Deschênes, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.